Pourquoi le mythique, véritable héros, protecteur de l'humanité pendant des siècles, a-t-il soudainement décidé d'anéantir le monde entier, y compris Rimuru et Lumina? Cet épisode 16 lève le voile sur les secrets les plus sombres du lore de Tensura. L'histoire débute par un rapport particulièrement inquiétant transmis à la démoniste Lumina par son fidèle Gunther. On y apprend qu'il y a un mois, une réunion secrète a eu lieu entre Granbel Rosso et Yuki Kagurasaki, scellant une alliance explosive. Et leur première cible n'est autre que Ruberio. Rendez-vous compte de la gravité de la menace, Granbel a dirigé les 7 sages de la lumière pendant des siècles. Il connaît les rouages de la Saint-Empire, ses passages secrets et l'intégralité de son système défensif, bien mieux que la souveraine Lumina elle-même. En écoutant ce rapport, Lumina plonge un instant dans de douces et amères réminiscences. L'image de leur toute première rencontre lui revient en mémoire. À cette époque, Granbel était un tout autre homme, un jeune héros passionné, sincère et héroïque, venu à elle non pas animé par une haine aveugle, mais par un désir ardent de protéger les siens. Touché par sa dévotion envers son peuple, Lumina lui avait même confié une fraction de sa propre énergie. Aujourd'hui, face au monstre qu'il est devenu, elle n'éprouve plus qu'une profonde mélancolie. Au fil des siècles, ce héros flamboyant s'est desséché, a vieilli et s'est brisé intérieurement. C'est un spectacle navrant de voir à quel point le temps et le désespoir peuvent briser les plus grands protecteurs, ne laissant d'eux que l'ombre de leur gloire passée. Pendant que l'orage gronde sur l'échiquier politique, une scène bien plus chaleureuse se déroule au cœur de Ruberio. La délégation de Tempest, emmenée par Rimuru, fait une entrée triomphale dans la ville. Les invités tombent sous le charme de l'architecture antique, de la propreté et de la majesté de la capitale sacrée, accueillie en personne par Hinata. En attendant l'orchestre des monstres musiciens retenus en chemin, les invités sont conviés à une table somptueuse. Les élèves de Rimuru se jettent avec une gourmandise enfantine sur des chefs-d'œuvre culinaires qui ressemblent à de véritables joyaux. En revanche, du côté des musiciens, l'ambiance est nettement plus tendue. Imaginez leur terreur, eux, de simples monstres, se retrouvent pour la première fois de leur vie à la table de la haute noblesse sacrée et des dirigeants d'une nation étrangère. Ils n'osent plus faire le moindre geste de peur de provoquer un incident diplomatique. Heureusement, Hinata remarque leur pétrification, avec une bienveillance rare chez elle, trouve les mots pour les détendre avant leur grand concert. La nuit tombée, les choses sérieuses commencent. Une fois les enfants couchés, Rimuru se demande où peut bien être Lumina. C'est alors que Shion lui informe qu'une humble servante propose de servir des rafraîchissements directement dans la chambre. Rimuru demande un simple thé chaud, loin de se douter que sous le costume de la soubrette se cache la souveraine en personne. Lumina espérait sans doute déstabiliser Rimuru avec cette entrée théâtrale, mais notre Slim ne s'y même pas concédant sa défaite dans ce petit jeu. Lumina entre dans le vif du sujet et commence par remercier sincèrement Rimuru d'être venu sans Veldra. Et ce n'est pas une simple convenance. Pour Lumina, Veldra n'est pas seulement une catastrophe naturelle ambulante, c'est son pire cauchemar et sa plus grande source d'embarras. Ce dragon bruyant est incapable de tenir sa langue, il a déjà vendu la mèche sur sa véritable identité à 2 reprises. La première fois devant tous les démons lors du Walpurgie, alors qu'elle jouait si bien son rôle de servante, et la seconde fois devant les saints eux-mêmes. Vous imaginez son état d'esprit? Elle a passé des siècles à façonner son image de déesse invisible, et ce dragon débarque en hurlant à tue-tête, « Oh, Lumina! Pourquoi t'es encore habillée en soubrette ?» Autant dire que l'absence de Veldra est la seule garantie de mener des négociations dans le calme. S'informant sur Hinata, Rimuru apprend qu'elle dort déjà du sommeil des justes. Lumina lui explique alors un détail crucial, malgré son statut d'ultime sainteté et sa capacité à raser des montagnes, le corps d'Hinata reste humain. Il ne s'est pas transformé en énergie magique pure. Le sommeil lui est biologiquement indispensable, sous peine de voir son organisme se consumer sous la pression de la politique et du contrôle de la magie sacrée. L'atmosphère se tend brusquement. Lumina tombe le masque et met Rimuru en garde. Granbel Rosso prépare une attaque finale d'une ampleur inédite. Pour que Rimuru saisisse toute la gravité de la situation, elle lui révèle un élément majeur du lore. Granbel est un véritable héros, ayant évolué grâce à elle, œuvre du héros. Décortiquons ce concept le plus simplement possible. Dans ce monde, l'évolution suit une logique bien précise.
Pour qu'un monstre devienne un véritable démon lore, il doit obtenir une graine et la nourrir en absorbant des milliers d'âmes humaines par le sang. Chez les humains, c'est l'exact opposé. Chez un individu doté d'une volonté hors du commun naît un œuf du héros. Pour que cet œuf éclose, aucun massacre n'est requis, l'humain doit traverser des épreuves spirituelles atroces, surmonter des tragédies personnelles et faire preuve d'un désir inébranlable de protéger les faibles. L'éclosion de l'œuf lui octroie une force spirituelle et une magie sacrée d'un niveau égal à celui des plus puissants démons lore. Granbel est précisément l'un de ces titans, ayant éveillé son œuf il y a plusieurs siècles. C'est ici que le récit nous dévoile toute la tragédie du passé de Granbel. Il y a des siècles, lui, sa bien-aimée Maria et leurs compagnons Razul formaient le rempart ultime de l'humanité. À cette époque, le continent était dévasté par les incursions des titans de Dagruel, les démons et les fureurs imprévisibles de Veldra. Granbel agissait en pragmatique, il contenait les troupes de Dagruel grâce à sa magie sacrée et faisait jeu égal avec Lumina. Mais dès qu'il comprit que Lumina n'avait aucun désir d'exterminer l'humanité, il conclut immédiatement un pacte de non-agression avec elle. Il n'a jamais été un tueur fanatique. Il cherchait simplement le moindre mal pour garantir la survie des siens. Il menait alors une double vie, dirigeant dans l'ombre Ruberio tout en développant ouvertement la nation humaine de Siltros. Mais tout a basculé le jour du mariage de son propre fils. Trahi par un ministre local avide de pouvoir, des démons se sont infiltrés dans le château, perpétrant un massacre sanglant. Son fils y a trouvé la mort, et la Sainte Maria a été mortellement blessée. Rendant son dernier souffle dans ses bras, Maria lui murmura ses ultimes paroles. Les humains sont des créatures si fragiles. Grand, protège l'humanité. Ce fut le point de rupture psychologique de Granbel. Ces mots sont devenus sa malédiction. Ayant perdu l'amour de sa vie, il en est venu à la conclusion que les hommes étaient trop stupides, trop faibles et trop enclins à la trahison pour qu'on puisse leur confier leur propre destin. À compter de ce jour, sa protection s'est muée en un contrôle absolu et impitoyable depuis l'ombre. Il a créé le Conseil de l'Ouest, mis la main sur toute l'économie et étouffé systématiquement la moindre velléité d'indépendance. L'émergence de Rimuru a été une catastrophe pour la vision de Granbel. Ce Swim offre la liberté aux hommes, fonde des écoles, réunit les peuples et leur apprend à évoluer par eux-mêmes, brisant de plein fouet le système de soumission totale que Granbel avait mis des siècles à bâtir pour honorer la mémoire de sa défunte épouse. En comprenant cela, Lumina et Rimuru assemblent les pièces du puzzle. Granbel s'est allié au manipulateur Yuki Kagurasaki. Yuki cherche le chaos, Granbel veut le contrôle, mais leur objectif commun est d'éliminer Rimuru, qui entrave les plans de l'un comme de l'autre. Rimuru accepte le défi sans broncher, il est temps de mettre un terme définitif à cette menace. Pendant ce temps, Granbel rassemble les derniers survivants de la famille Rosso. Après la mort de sa petite-fille Mariabelle, ses alliés le supplient de battre en retraite et de jouer la carte de l'alliance avec Rimuru. Mais Granbel passe en mode « qui tout double ». Il n'a plus le temps, son espérance de vie humaine touche à sa fin et il sent le souffle de la mort approcher. Il donne l'ordre d'activer des mercenaires fanatiques voués au culte d'un puissant démon et rappelle son atout maître des frontières du Nord, prenant un risque absolu. Le lendemain, une conversation capitale a lieu. Hinata fait visiter la cité sacrée à Chloé. Au départ, la jeune fille admire l'ordre qui y règne, mais en voyant des adultes et même des enfants travailler d'un même pas sous l'œil rigide de l'église, elle lâche une pique aussi brillante que terrifiante. On dirait que les gens ici sont des poissons dans un aquarium. En une seule phrase, deux philosophies de vie totalement opposées s'affrontent. Le modèle de Ruberio, Lumina et Hinata, c'est la cage dorée, parfaite. Certes, Lumina offre une sécurité totale, la paix et la nourriture, mais en échange, elle prive totalement la population de son libre arbitre, de son initiative et de son désir d'évolution. À Ruberio, les citoyens sont des animaux de compagnie dépendants. Sortez ces poissons de leur aquarium. Protégés, et ils mourront instantanément, incapables de se défendre ou de prendre des décisions par eux-mêmes. Le modèle de Tempest, Rimuru bâtit un monde radicalement différent. Il ne cherche pas à rendre ses habitants redevables ou impuissants. À Tempest, on édifie des écoles, on ouvre des bibliothèques, on forme monstres et humains à l'artisanat,
à la médecine, à la construction et à la magie. Rimuru apprend aux gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson, formant des individus autonomes, capables de prospérer et de défendre leur patrie, même s'ils venaient à disparaître. Hinata baisse les yeux avec tristesse et acquiesce. Elle ne connaît que trop bien les failles de son système, mais elle accepte le rôle de gardienne de l'aquarium, poussée par le désir sincère de protéger ceux qui sont incapables de le faire eux-mêmes. Pendant ce temps, l'intrigue politique s'accélère. Au château du démon Lord Léon Cromwell, la tension monte d'un cran. Ses chevaliers lui rapportent une nouvelle troublante, jaune, la démon primordiale blanche, a soudainement disparu de ses portes. Plus grave encore, Léon reçoit une fausse information prétendant que Rimuru ferait le trafic d'enfants humains depuis Tempest pour les envoyer à Ruberio. C'est ici que brille le génie tactique de Léon. Stratège hors pair, il ne mord pas une seule seconde à ce mensonge grossier. Il comprend immédiatement qu'on cherche à le dresser aveuglément contre Rimuru en faisant porter le chapeau à Tempest. Mais alors, pourquoi décide-t-il malgré tout de se mettre en route? Tout est question d'émotion. Pour Léon, rien n'a plus de valeur que Chloé. Retrouver Chloé est le sens même de son existence séculaire. Même s'il sait pertinemment qu'il s'agit d'un piège évident, la simple possibilité que Chloé se trouve à Ruberio surpasse tous les risques. Léon confie la défense de son royaume à ses chevaliers et part en personne pour Ruberio, prêt à se jeter dans la gueule du loup pour la seule personne qui compte à ses yeux. Dans l'ombre, Yuki Kagurazaki contemple la scène avec un sourire sardonique. Sa provocation a fonctionné. Son plan est aussi simple que diabolique. Pendant que Léon, Rimuru et Lumina s'affronteront dans le chaos de la guerre et des quiproquos, son escouade s'infiltrera dans le sanctuaire sacré pour dérober la plus grande relique de la souveraine, une arme mystérieuse capable de faire basculer le cours de n'importe quelle bataille. Mais le twist le plus dangereux nous attend à la toute fin. Grand Bel Rosso n'éprouve que du mépris pour son alliance avec Yuki. Il n'a nullement l'intention de jouer selon les règles des autres. Dans son esprit rendu fou par le deuil, il ne reste plus qu'un seul objectif, anéantir la totalité des acteurs Rimuru, Léon et Lumina. Hanté par le souvenir de Maria, l'ancien héros sombre définitivement dans la démence et choisit de réduire en poussière ce monde qui lui a tout pris,